Donc, chers élus, chers membres du corps diplomatique, chers membres de la Fondation et chers amis, je suis très heureux d'accueillir parmi nous ce soir une éminente personnalité. Je voudrais présenter M. Christian Leffler. Il est secrétaire général adjoint du Service européen pour l'action extérieure, c'est-à-dire le service, comme vous savez, diplomatique de l'Union européenne. Il s'y occupe plus spécifiquement des questions économiques et mondiales. M. Leffler est de nationalité suédoise. Il a précédemment occupé le poste de directeur général pour les Amériques au sein du service et a été aussi directeur général adjoint à la Direction générale du développement de la Commission européenne. En 2010, il a agi en tant que conseiller auprès de la haute représentante sur des questions concernant la création du service diplomatique européen. Avant cela, il était chef de cabinet de la vice-présidente de la Commission, Mme Margot Wallström, la commissaire suédoise de cette époque. Il a travaillé sur les questions institutionnelles et relations extérieures à la Commission européenne depuis 1996. Et M. Leffler a commencé sa carrière au ministère des Affaires étrangères de Suède. Il a étudié à la London School of Economics et au Graduate Institute de Genève, donc pas un étranger ici en Suisse. Je vous donne la parole, M. Leffler. Monsieur le Président Cox, Messieurs, Mesdames de la Fondation, Monsieur le Directeur Gilles Grain, je vous remercie vivement pour cette invitation de parler devant vous ce soir sur la politique étrangère de l'Union. Je me permets également de remercier mon ami et ancien collègue Jacques de Watteville, compagnon de route pendant de longues années. Il est arrivé une année avant moi à Bruxelles. Il m'a introduit en quelque sorte au ministère des enceintes communautaires. Lui, il est reparti pour d'autres horizons. Moi, je me suis enraciné dans ce monde curieux qu'est Bruxelles. Et je me permets également un mot pour dire le plaisir que j'ai de voir Henri Gettas, également compagnon de route, combattant ensemble dans les négociations et maintenant secrétaire général de l'ALE parmi vous ce soir. Dans nos discussions préparatoires préliminaires, nous nous sommes mis d'accord sur le titre de cette conférence et sur les deux questions fondamentales à traiter. Donc la politique étrangère de l'Union européenne, origine, évolution, défis pour l'avenir. Et les questions, donc premièrement, cette politique étrangère existe-t-elle? Dans quelle mesure existe-t-elle? Et la deuxième question, si elle existe, en avons-nous vraiment besoin? Quelle est sa valeur ajoutée? Comment est-ce qu'elle peut donner un plus à l'action européenne? Ça ne vous étonne pas que pour moi, la réponse aux deux questions, existe-t-elle? Oui. Et en avons-nous besoin? Oui, du moins moi, parce que je travaille là-dessus. Mais je pense qu'elle apporte un plus pour l'Union européenne et un plus pour nos partenaires en Europe et à travers le monde. Ça s'explique notamment par... Bon, ça s'illustre plutôt, notamment par
les défis que nous présente la période actuelle, la période d'instabilité, de changement profond, de mise en question du système international, une période d'incertitude plus grande que nous n'avons vue depuis la fin de la guerre froide et qui nous concerne très directement en tant qu'Européens. Des zones d'instabilité aiguë, de guerre dans le monde, notamment en Syrie, au Yémen, la guerre civile en Libye, les confrontations entre groupements en Libye, mais également ce sentiment d'instabilité aiguë et souffrance dans d'autres parties du monde, par l'implosion, comme dans le cas du Venezuela, par l'expulsion, comme dans le cas des Rohingyas au Myanmar, par la souffrance plus proche de nous en Ukraine, une guerre larvée qui a provoqué déjà des milliers de morts et qui maintient un degré d'instabilité pour l'Ukraine, pour toute l'Ukraine et ses citoyens. Évidemment, nous avons beaucoup d'autres phénomènes, des mouvements migratoires, le défi permanent du changement climatique et maintenant, de plus en plus, la mise en question du système multilatéral. Tout ceci dit, n'oublions quand même pas les progrès qui ont été accomplis collectivement au niveau mondial, que ce soit dans les domaines de la paix et de la sécurité dans plusieurs parties du monde, les efforts collectifs en Afrique, la relative stabilité en Amérique latine comparée à la situation il y a 20 ou 25 ans, les efforts également dans le sud-est asiatique, mis à part du Myanmar, et ainsi de suite, mais peut-être surtout dans d'autres domaines, les progrès économiques et sociaux, l'amélioration de la santé, des progrès en matière d'éducation, la lutte contre la pauvreté et l'inclusion dans certaines parties et certains pays du monde. Donc nous avons de grands défis, mais nous avons également fait des progrès importants. Ce qui est fondamentalement nouveau et qui fait, je crois, de notre époque un moment crucial, c'est, je l'ai déjà mentionné, j'ai déjà fait allusion à ça, c'est que l'ordre même international, dans son ensemble, est de plus en plus mis en question, même attaqué, y compris par notre partenaire intuitif, les États-Unis, un pays pourtant qui est cofondateur, même co-concepteur de l'ordre international tel que nous le connaissons actuellement. Cet ordre international est mis en question donc par les États-Unis, également par des puissances comme la Russie, comme la Chine, soit contestées, soit mises en question pour une réinterprétation vers une vision alternative qui convient mieux aux intérêts de ses partenaires. En soi, ce n'est peut-être pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la systématisation de cette mise en question et le changement des équilibres pour maintenir ce qu'en anglais on appelle the rules-bound international order. Ça a des implications aussi directement dans nos sociétés. Et il y a de plus en plus aussi
des activités qui concernent directement la stabilité de nos sociétés. Nous l'avons vu par les ingérences dans les processus électoraux. Nous le voyons également par des investissements ciblés qui sont motivés par des intérêts politiques autant que par des intérêts économiques. Nous le voyons également par la montée de forces et d'acteurs non gouvernementaux qui ont une capacité plus grande d'agir, d'avoir un impact sur la stabilité et l'évolution de nos sociétés. Nous sommes actuellement à une petite semaine de la partie ministérielle, la partie politique de l'Assemblée générale des Nations unies. Les déclarations et les échanges qui ont eu lieu nous permettent de saisir combien le monde et les relations internationales sont en train d'évoluer et l'ampleur des défis auxquels nous devons faire face pour préserver un système global basé sur des règles communes. L'Union européenne et ses États membres ont participé de manière très active, coordonnée et déterminée au débat de l'Assemblée générale. Ils ont aussi proposé ou soutenu de nombreuses initiatives importantes démontrant la volonté de l'Union européenne non seulement de défendre ce système multilatéral, mais aussi d'y investir et aider à sa réforme pour consolider le système, améliorer son effectivité, son fonctionnement et renforcer ainsi sa légitimité. Permettez-moi de commencer avec une réflexion historique qui nous permettra, j'espère, de saisir la capacité visionnaire et créatrice des pères de l'Europe, évidemment j'en ai inclus, et de montrer, je crois, que la méthode communautaire, la méthode de l'Union, et les principes fondateurs sont toujours d'actualité aujourd'hui. Nous avons eu une longue histoire d'initiatives, d'espoir, parfois d'échecs relatifs aux relations extérieures. Depuis la création de la communauté du charbon et de l'acier en 1952, entrée en vigueur en 1952, la création en 1951, et ensuite la communauté économique européenne en 1957, la vision politique était toujours présente. C'était toujours une union à finalité politique qui avançait par des moyens initialement, principalement économiques. La première tentative à réaliser également la vision vraiment politique et sécuritaire, l'initiative de la Communauté européenne de défense a connu un échec par le vote à l'Assemblée nationale française en 1954. Et la dimension défense, sécurité-défense, est restée en veille très longtemps, pas aussi longtemps peut-être on le croit, mais je dirais qu'à partir de la fin des années 80, début des années 90, cette dimension a commencé de nouveau à prendre de l'envergure. Je vais y venir un peu plus tard dans ma présentation. Il y a eu quelques moments forts dans cette évolution aussi de la dimension politique et politique extérieure de l'Union. Évidemment, ce début de l'intégration, où cela faisait partie de la vision. Deuxièmement, le moment charnière de la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, la disparition de l'Union soviétique, suivie quelques années plus tard, une décennie plus tard, par l'élargissement de l'Union,
et en quelque sorte l'unification de l'Europe, la cicatrisation des blessures de la guerre froide. Et ensuite, la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, avec les crises et défis auxquels l'Union a dû faire face, les progrès également avec l'élargissement, le grand élargissement de 2004, et maintenant, comme j'ai dit, l'évolution de la politique mondiale au niveau multilatéral, avec les nouveaux acteurs, les nouveaux défis, défis pour le système et défis dans les matières que nous traitons. Mais je pense que on peut aussi constater que beaucoup des instruments que nous avons utilisés au fil des années restent d'actualité, alors que, évidemment, d'autres émergent, d'autres s'ajoutent à l'arsenal que nous avons. J'espère qu'ainsi nous pouvons échanger des idées, suite à mon intervention, sur l'avenir et les meilleurs moyens de l'affronter cet avenir pour garantir la sécurité, la stabilité de l'Europe et la prospérité de nos citoyens. Comme le signale Charles Grain dans son étude de 2017, Shaping Europe, The Path to European Integration According to Jean Monnet, c'était déjà en 1943 que Jean Monnet met en exergue les dangers d'un nationalisme excessif. En paraphrasant sa note de réflexion du 5 août 1943, il dit qu'il n'y aura pas de paix en Europe si les États se reconstituent sur la base d'une souveraineté nationale et sur le protectionnisme économique. Il préconise donc, comme nous le savons, l'établissement d'une surveillance commune des moyens de production et, dans certains domaines, la délégation de la souveraineté aux institutions européennes. Dès le début, les dimensions économiques et politiques sont donc intimement liées, comme le reprend aussi Robert Schuman le 9 mai 1950. La France agit essentiellement pour la paix. Mais pour que la paix puisse vraiment courir sa chance, il faut d'abord qu'il y ait une Europe où le niveau de vie s'élèvera grâce au groupement des productions et à l'extension des marchés qui provoqueront l'abaissement des prix. Ce tandem prospérité et sécurité reste de pleine actualité, d'où le travail actuel dans le domaine de la sécurité de défense, mais aussi dans la politique commerciale, la recherche, les investissements, la diplomatie économique, la coopération au développement. Là, c'est tout le sens de la stratégie globale que la haute représentante, vice-présidente de la Commission, Mme Mogherini, a présentée il y a 2 ans aux États membres et qui a été endossée par le Conseil européen et qui reste maintenant le cadre de notre action. Donc l'intégration européenne, c'est le fruit d'une décision de politique étrangère de la France et des autres cofondateurs des communautés, encouragée aussi, il faut le reconnaître, par les États-Unis à l'époque, d'établir des structures communes fortes pour réduire les risques de revenir à un système westphalien des États indépendants souverains mettant en danger la sécurité collective. Les élargissements successifs suivent largement cette même logique de stabilité politique et prospérité économique partagée. À cet égard, il est important de remarquer également, comme le fait le professeur Stéphane Kökeler de l'Université de Louvain, que les actions de politique étrangère de l'Union européenne ne visent pas toujours à influencer le reste du monde, mais peuvent parfois aussi avoir comme objectif la gestion des relations à l'intérieur de l'Union. Avant la déclaration de Robert Schuman et la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, l'Union européenne marque son attachement indélébile au multilatéralisme et à un ordre global basé sur les règles et l'état de droit, repris maintenant
dans la dernière version, dans l'article 21 du traité de l'Union européenne. L'article fondateur, en quelque sorte, pour notre politique étrangère. L'action de l'Union européenne sur la scène internationale repose sur les principes qui ont précédé à sa création, à son développement et à son élargissement, et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde la démocratie, l'état de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international. Je pense que c'est important de garder en mémoire, garder en tête cet article fondateur pour la politique étrangère, souvent, surtout ces jours-ci, avec les différents défis auxquels nous avons à faire face. J'entends des critiques qui nous disent « Vous devez oublier cette politique de valeurs. Nous sommes dans un monde où il faut mener une politique d'intérêt. Et l'Union européenne doit se ranger parmi ceux qui cherchent à développer une politique d'intérêt. » Je suis d'accord pour une politique d'intérêt, mais notre intérêt le plus fondamental, ce sont nos valeurs. Sans ces valeurs-là, nous avons perdu la boussole, nous n'avons plus de direction. Et donc, si l'Union, à l'agacement de certains, continue à défendre ces principes, c'est parce que c'est notre plus profond intérêt, comme montré également par les défis auxquels nous allons faire face actuellement à l'intérieur de l'Union, à l'intérieur de certains pays, beaucoup d'États membres. À partir de 1969, suite au sommet de La Haye, les États membres de l'Union, ou de la communauté de l'époque, commencent à développer une coopération politique, une modeste coopération politique en matière de politique étrangère. Elle est décidée uniquement par consensus, elle ne transfère pas de compétences au niveau européen, ne prévoit pas de rôle formel pour les institutions communautaires, mais cependant, même à cette époque, il y a une interaction importante. Les instruments communautaires étaient nécessaires, par exemple, pour donner corps et effet à cette politique, disons, commune, la coopération politique, en matière de sanctions économiques, le cas de l'Afrique du Sud, Pologne en 1982 et Argentine dans les mêmes années 80 de plomb en Amérique latine. Donc même là, il y avait une interaction entre les politiques et les instruments communautaires et les modestes débuts de la politique, de la coopération politique en matière de politique étrangère. Comme j'ai dit, le grand changement est intervenu en 1989, avec la chute du mur de Berlin. Même avant, quand on voyait les signes d'ouverture, une année avant, en 1988, la communauté européenne a progressivement développé son soutien aux réformes politiques, économiques, sociales et légales dans certains pays de l'Est et au centre de l'Europe. La possibilité s'est ouverte tout grand en 1989 et après. Et dès lors, s'est posée la question de l'élargissement et de la responsabilité de l'Europe, de l'Union européenne pour la stabilité en Europe et au-delà. Pour moi, ceci revient à une des phrases importantes dans le traité de Rome, dans le préambule du traité de Rome, qui parle d'une union toujours plus forte entre les peuples de l'Europe. Ce n'est pas entre les États, c'est entre les peuples de l'Europe. Mais pour être honnête, jusqu'en 1989, cette vision ne pouvait s'appliquer qu'à la moitié de l'Europe.
Et donc c'était une union toujours plus forte entre les peuples volontaires de l'Europe. Parmi les volontaires ne figuraient pas ni mon pays, la Suède, ni la Suisse, ni certains autres, mais qui se rangeaient généralement de façon assez fidèle aux côtés de la communauté européenne pour faire avancer le projet. À partir de 1989, tout d'un coup, il y avait une multiplicité, une multitude de pays qui étaient clairement européens, qui voulaient l'être encore plus, qui étaient en passe de devenir des démocraties ouvertes et qui cherchaient à transformer leur économie et leur structure sociale à des économies de marché. Donc l'Union européenne avait un choix à faire. Et même rien faire, ça aurait été un choix, avec des conséquences. Et je pense que ça, c'est ce qui, en très grande partie, a poussé les États membres, des chefs d'État et de gouvernement, à faire des avancées très importantes dans le traité de Maastricht de 1992, afin de consolider et consacrer la partie politique étrangère. Parce qu'ils reconnaissaient que, qu'on le veuille ou non, par sa taille et par sa force d'attraction, notamment en Europe, l'Union était un acteur. Elle devait assumer ses responsabilités. Et donc devait se doter des compétences, des structures, des procédures nécessaires. Ceci s'est transformé en grand succès en termes d'élargissement avec le processus qui a mené à la grande expansion de l'Union en 2004, suivi quelques années plus tard, en 2007, par un élargissement supplémentaire, et quelques années plus tard encore, l'incorporation de la Croatie. Mais ce succès politique de l'élargissement ne doit cependant pas masquer non plus nos échecs, notre incapacité à agir de manière plus décisive dans les Balkans, que ce soit en Bosnie en 92 jusqu'à 95 ou en Kosovo en 99. Nous en subissons encore les conséquences. Mais ces échecs ont aussi fortement marqué le développement de notre politique. Aussi, en donnant l'impulsion qui a nécessité certaines périodes supplémentaires pour aboutir, mais l'impulsion pour l'extension de la politique étrangère à la politique de sécurité et défense. Les premiers pas dans cette direction étaient pris justement pendant les guerres des Balkans, en 1996-97, le traité d'Amsterdam, mais où on restait encore, il faut le dire, à un niveau d'aspiration. C'était une vision, mais qui n'avait pas encore vraiment les éléments nécessaires pour avancer. Les États membres ont essayé. La coopération militaire entre la France et le Royaume-Uni ont conduit à la déclaration de Saint-Malo, une année après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, en 1998, sur une mise en commun, un renforcement des capacités militaires. Ce concept-là a été repris une année plus tard, lors de la crise, quasiment en même temps que la crise du Kosovo, dans les conclusions du Conseil européen de Cologne. Et quelques années plus tard, en 2002, pendant la présidence espagnole, de nouveau au niveau du Conseil européen. On a fait du chemin depuis, et nous avons maintenant une situation où le développement de la partie sécurité et défense est un des grands chantiers dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie globale dont j'ai fait référence tout à l'heure, accompagné également du côté de la Commission européenne par un travail utilisant les instruments classiques
entièrement dite communautaire, maintenant dite de l'Union. Dans la stratégie globale, et je m'excuse, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai cette citation qu'en anglais, le constat initial est que the European Union must have the capacity for autonomous action, backed by credible military forces, the means to decide to use them, and a readiness to do so in order to respond to international crises. Si vous aviez suggéré ça à nos chefs d'État et de gouvernement, il y a 10 ans, même il y a 5 ans, on vous aurait montré la porte pour dire « mais vous rêvez, vous rigolez, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde ». Maintenant, cela a été accepté, agréé, approuvé par les chefs d'État et de gouvernement comme le fil conducteur pour le travail que nous devons mener. Et ça se mène à un niveau de coordination, de capacité pour mieux intervenir avec les ressources qui existent dans les États membres, mais également pour mieux développer des capacités. C'est là aussi qu'interviennent les instruments communautaires, parce que nous avons établi un fonds commun pour appuyer la recherche et le développement d'équipements de défense. Un domaine qui, jusqu'à il y a 2-3 ans, était exclu du travail communautaire, qui a maintenant une première phase pilote, mais où les États membres envisagent d'en faire un nouveau pilier important dans le travail économique et sécuritaire de l'Union à partir du prochain cycle politique et budgétaire à partir de 2021. Donc, avec la stratégie européenne déjà de sécurité qui avait été formulée par le premier haut représentant Javier Solana en décembre 2003, l'Union européenne s'est pour la première fois mise d'accord sur une évaluation commune de la menace, a commencé à définir des objectifs plus clairs pour la promotion de ses intérêts en matière de sécurité, sur la base des valeurs essentielles auxquelles j'ai déjà fait référence. Lors de la première évaluation de cette stratégie de sécurité, 5 ans après sa conception, en 2008, Javier Solana a dit dans son rapport « Rien ne décrit mieux nos aspirations que le titre de cette stratégie qui était une Europe sûre dans un monde meilleur ». Ça, c'était la vision en 2003. C'était encore tout juste la vision en 2008, cassée l'été de 2008 par l'invasion russe en Géorgie. Après, les choses se sont, pour le dire ainsi, beaucoup compliquées. Et dans la stratégie globale, qui est, disons, le successeur des stratégies de sécurité de Solana, c'est global dans le sens de la globalité des compétences, de la nécessité d'utiliser tous les instruments que nous avons, économiques, politiques et sécuritaires, pour défendre nos intérêts. Il y a, je pense, une approche peut-être, une analyse plus sobre, et une approche, donc, j'allais dire plus modeste, mais elle n'est pas modeste, peut-être plus réaliste à ce que nous devons faire et ce que nous avons à affronter. Cette stratégie globale fixe les objectifs et valeurs que l'Union européenne veut mettre en œuvre en matière de politique étrangère et de sécurité. Elle détermine les grandes orientations de cette politique étrangère pour les années à venir selon 5 axes, 5 priorités. La sécurité et défense
que j'ai déjà mentionné, le renforcement de la résilience des États et des sociétés, de nos propres États et sociétés, mais aussi aider d'autres États à renforcer leur capacité à affronter des changements radicaux venus de l'intérieur ou de l'extérieur, provoqués par l'homme ou provoqués par la nature. Une approche intégrée au conflit, dans le sens où il y a une reconnaissance qu'il faut mobiliser tous les instruments pour adresser des questions, pour des situations de conflit. Il y a parfois dans la phase aiguë la nécessité d'intervenir avec des moyens de force, mais afin d'extriquer les moyens de force, il faut les compléter avec les autres instruments économiques, sociaux, politiques, dans un contexte bilatéral, dans un contexte régional et surtout au niveau multilatéral. Et c'est pour ça que les deux derniers axes de cette stratégie globale, c'est d'une part la coopération et les ordres régionaux, comme l'Union européenne elle-même est un exemple de coopération au niveau régional, d'intégration au niveau régional. Nous avons un attachement presque génétique à cette idée de coopération régionale, et partout où on le voit dans le monde, on essaye de les appuyer. Pas toujours avec la grande joie de ceux qu'on essaie d'appuyer, mais ça c'est autre chose. Et dernier pilier, dernier axe, le multilatéralisme. L'importance de travailler pour le renforcement d'un ordre stable, prévisible et régi par des règles communes et mutuellement reconnues, et donc avec une légitimité. Comme on a pu constater la semaine dernière, dans les déclarations faites pendant l'Assemblée générale des Nations unies et dans les réunions annexes, il y a matière à préoccupation. Au moment où notre plus proche allié et cofondateur de l'ordre international de post-guerre, les États-Unis, sèment le doute, pour rester sur un plan diplomatique, sur son soutien au système actuel de gouvernance mondiale, avec le retrait de plusieurs accords multilatéraux, de plusieurs coopérations multilatérales et des enceintes, avec donc, je dirais, disons, l'encouragement de certains autres à se profiler, à contester, à mettre en question le système, à ignorer le système international ou à essayer de le redéfinir en son sens. Dans ce contexte, la coopération entre l'Union européenne et les Nations unies est devenue encore plus importante. Et c'est pourquoi, la semaine passée, nous avons signé une série de documents très importants avec les Nations unies, avec le secrétaire général et son adjoint, sur un renforcement de partenariat global entre Nations unies et Union européenne. L'Union européenne est le plus grand contributeur au budget volontaire des Nations unies, à part ce qu'on appelle en anglais les assessed contributions des États membres. De très loin, le premier contributeur aux ressources des Nations unies, c'est l'Union européenne. Et sur cette base, on veut renforcer le partenariat dans toutes ses dimensions. C'est pourquoi les deux autres déclarations finalisées la semaine passée, l'une traite de notre coopération en matière de sécurité, de paix et de sécurité,
pour les opérations de maintien de paix, pour les actions de stabilisation par des moyens militaires ou par des actions politiques dans différentes parties du monde. Et le troisième document, c'est un partenariat dans le domaine du développement économique et social, la réforme des structures de l'ONU menée par le secrétaire général Guterres et son adjoint Amina Mohamed, avec un appui de l'Union pour donner une stabilité, un soutien, y compris un soutien qui est politique et économique, et qui permettra, nous espérons, à l'ONU de pleinement mettre en œuvre ces nouvelles structures pour renforcer son action, regagner sa légitimité qui a parfois été mise en question ces dernières années. Alors pour essayer je parle trop longtemps, pour essayer de terminer. Alors, comment est-ce qu'on doit poursuivre l'action de l'Union? J'ai parlé du travail qui se fait dans le domaine de la défense. Je pense que nous sommes maintenant à un stade où les éléments constitutifs d'une Union européenne de sécurité et de défense ont été définis et agréés entre nos États membres. Le défi consiste maintenant à assurer la cohérence entre les initiatives lancées pour les rendre crédibles et efficaces, notamment par le biais de ce qui s'appelle le PESCO. La première fois que moi j'ai rencontré PESCO, c'était une location de ski dans l'Engadine. Maintenant, PESCO, c'est le Permanent Structured Cooperation, qui permet à des groupements des États membres d'avancer dans des projets très concrets avec un appui politique et financier de l'Union pour mobiliser des capacités qui peuvent être déployées dans des situations de crise. Le Fonds européen de défense que j'ai mentionné, la création d'une facilité de soutien à la paix, une facilité budgétaire qui permettra de mobiliser beaucoup plus rapidement nos propres moyens ou appuyer, comme nous le faisons notamment en Afrique, des initiatives régionales d'appui à des opérations sécuritaires. Mais on ne saurait jamais trop insister sur le fait que tout cela, ça va de pair aussi avec notre partenariat avec l'OTAN, en vue d'assurer une compatibilité, une complémentarité de nos efforts. J'entends parfois les gens dire « Mais comment est-ce que l'Union européenne peut agir en matière de défense? Elle n'a pas de force. Il n'y a pas une armée européenne, c'est vrai. Nous ne cherchons pas à avoir une armée européenne non plus. Mais je constate que l'OTAN n'a pas de force non plus. Il n'y a pas une armée otanienne. L'OTAN est une alliance. C'est une machine formidable de coordination de forces nationales. Et il est évident, si on réfléchit, que nous devons chercher une complémentarité permanente entre l'OTAN et l'Union européenne. Parce que ce sont les mêmes forces. Mis à part les quelques neutres dans l'Union européenne et les quelques non-membres de l'Union qui sont à l'OTAN, notamment un très grand non-membre. Mais pour les autres, quand nous voulons engager une action sécuritaire, ce sont les mêmes forces. Et donc, on doit trouver la complémentarité nécessaire. Je pense que nous avons aussi démontré une capacité, une volonté de travailler dans d'autres domaines. La sécurité, comme j'ai dit, ne repose pas uniquement sur la défense. L'Union européenne reste un des rares acteurs qui est présent au niveau mondial avec une boîte à outils
très diversifié avec les instruments politiques, diplomatiques, économiques, de développement au niveau des États, au niveau des sociétés civiles, où on essaie de déployer de manière appropriée, calibrée, dans ce que j'ai appelé l'approche intégrée pour faire face à différentes situations, pour un travail à longue haleine bien structuré, bien planifié, là où les conditions le permettent, pour renforcer des partenariats avec des pays ou des groupes de pays à travers le monde, ou pour faire face à des situations de crise, d'instabilité, de désarroi social, sociétal, dans différentes parties du monde également. Et là, nous le faisons notamment en Afrique, avec une présence de plusieurs actions de stabilisation de l'Union. Je ne me rappelle jamais combien ils sont, mais je pense que pour l'instant, il y a une bonne dizaine d'actions de stabilisation sécuritaire dans différents pays de l'Afrique, depuis l'Afrique occidentale, à travers le Sahel, jusqu'à la Corne de l'Afrique. Nous chercherons toujours à être considérés comme un partenaire fiable et engagé, même si parfois nous sommes aussi contestés, accusés de partialité ou de double standard, souvent d'ailleurs quand nous venons avec nos valeurs comme élément essentiel de nos intérêts. C'est pour ça aussi que nous essayons d'intégrer cette partie valeur de façon active et solide dans notre engagement multilatéraliste. Souvent, dans le passé, l'Union était accusée d'être, au niveau multilatéral, un acteur trop prévisible, un peu ennuyeux, parce que nous avions des procédures très longues de coordination interne avant de prendre position. Ce que nous constatons depuis quelques années maintenant, justement avec l'instabilité internationale et la mise en cause, la mise en question du système multilatéral, c'est qu'il y a une très grande demande pour l'ennui et la prévisibilité. Donc, les critiques sont devenus nos atouts. Ça nous permet de travailler comme un pôle de stabilité prévisible au niveau international. Mais nous allons au-delà de ça. Un exemple très concret, la négociation avec l'Iran, la fameuse négociation souvent dite 3+3, en fait c'était 3+3+1, et le plus 1, l'Union européenne, était le négociateur et le coordinateur. Les autres étaient là et on n'aurait pas pu faire le travail sans eux, mais ce n'est pas les 6 États qui ont négocié, c'est l'Union européenne, la haute représentante, qui a fait le travail essentiel et qui, pour l'ancrage de cet accord et la vérification de son fonctionnement, s'est replié sur les structures multilatérales de l'ONU. C'est un accord qui a été endossé par une résolution du Conseil de sécurité. C'est pour ça que Mme Mogherini, quand elle est questionnée là-dessus, dit « ce n'est plus notre accord. C'est un accord de la communauté internationale. » Parce que le Conseil de sécurité l'a consacré, s'est engagé en faveur de cet accord. Et l'instance la plus importante pour la vérification, le suivi, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, de nouveau, l'ONU. Ça fait partie de ce partenariat qui est si cher pour l'Union européenne. Là, évidemment, le retrait unilatéral des États-Unis représente un revers majeur pour l'accord, pour la sécurité régionale,
et en projection pour la sécurité internationale. Pour nous, ça soulève aussi des questions concernant le respect des accords conclus et pour la crédibilité d'éventuels accords futurs similaires. Et donc, c'est un grand défi également pour voir comment nous pouvons avancer dans ces domaines. L'objectif global, pour revenir à ce que nous cherchons dans notre politique, c'est que l'Union européenne puisse se montrer plus autonome, plus cohérente sur la scène internationale, qu'elle atteigne peu à peu un niveau plus élevé de cette capacité autonome d'action en termes de souveraineté économique. Là, nous avons pas mal avancé au fil des années, en termes de cohérence politique et en termes de capacité sécuritaire. Et donc elle peut ainsi assumer pleinement ses responsabilités et défendre ses intérêts, ses valeurs pour l'Europe même, pour ses citoyens et au niveau international. Avec ces mots sur la souveraineté économique et politique de l'Union, je parviens à la fois à la fin de mon exposé et de retour au début de celui-ci. L'objectif des pères fondateurs reste d'actualité, même si nous pouvons légitimement être, je crois, fiers des progrès réalisés. Comme l'a dit le président Juncker dans son discours sur l'état de l'Union, il y a quelques semaines, le 12 septembre, là de nouveau, je m'excuse, je ne sais pas pourquoi, mais on m'a mis ce qu'il a dit en anglais, et je suis certain qu'il ne s'est pas exprimé en anglais. Mais donc, avec votre indulgence, il a dit « Geopolitics teaches us that the time has come for European sovereignty, for Europeans to take its destiny into its own hands. This belief that united we stand taller is the very essence of what it means to be part of the European Union. Sharing sovereignty where we need to make each of our nations stronger. » Vous m'avez posé, ou je me suis posé initialement deux questions. Cette politique étrangère de l'Union européenne, est-ce qu'elle existe? Et est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle a une plus-value? Je crois qu'il est assez facile de répondre de manière affirmative à la deuxième question. La plus-value, j'espère que j'ai, avec quelques exemples, montré ce que nous avons pu ajouter à ce qui n'aurait pas été possible par une action purement nationale. En ce qui concerne la première question, existe-t-elle cette politique étrangère? J'estime que la réponse est également oui, mais cela ne s'est pas fait sans effort pour nourrir la volonté de travailler ensemble. Ça demande encore un effort, ça demande un effort constant pour trouver le fil commun, le fil unificateur entre les intérêts de nos États membres, pour donner l'espace pour chacun des États membres aussi de développer ses propres actions dans leur propre intérêt. Mais ce dont je suis convaincu, c'est qu'une politique étrangère forte de l'Union européenne, quand elle se réalise, quand on arrive à l'exprimer, contribue à la paix, à la stabilité et à la prospérité de l'Europe, de ses citoyens et de nos partenaires dans d'autres parties du monde. Cette politique, donc, mérite tous nos efforts et une capacité créative ainsi qu'un sens de compromis. Le parallélisme avec l'approche définie par Jean Monnet et Robert Schuman, pour moi, est frappant. Et pour cela, je remercie donc la Fondation Jean Monnet pour son travail de mémoire,
mais aussi pour la réflexion en ce qui concerne le futur de l'Europe. Merci de m'avoir écouté. Cher Christian Leffler, je vous remercie au nom de la Fondation pour votre tour d'horizon et pour la qualité de votre analyse. J'ai le privilège de poser une question, peut-être deux, pour ouvrir notre débat de ce soir. Et peut-être pour commencer, j'aimerais bien vous inviter de réfléchir un peu sur les forces de la rupture. Vous avez parlé des États-Unis comme cofondateurs et co-créateurs du système de l'après-guerre que nous avons vécu en effet ensemble. Maintenant, avec le Trumpisme, nous avons America First, nous avons plus de protectionnisme, plus de nationalisme, une politique moins concernée pour les droits des minorités, ici ou là, des droits de l'homme. Nous avons l'abandonnement, dès le début, du partenariat transpacifique de la commerce. Nous avons l'abandonnement de l'accord de Paris. Nous avons les attaques féroces verbales à l'ONU la semaine dernière contre l'accord avec l'Iran, qui est soutenu fortement par l'Union européenne. Nous avons l'engagement avec Israël, l'ambassade à Jérusalem et la coupure des subventions pour les Palestiniens. Nous avons votre perspective que, avec notre multilatéralisme, l'ONU est devenue pour nous plus importante. M. Trump nous a dit à l'ONU, en effet, que ça devient un peu plus contesté. Et il n'est pas prêt à payer, les Américains ne sont pas payés comme dans les années passées. Donc, quelles sont les leçons pour nous, les Européens, à tirer du Trumpisme et avec quelle urgence faut-il réagir? Oui, c'est une bonne question. Je pense que peut-être première réflexion, n'oublions pas que malgré ce que nous qualifierons d'excès de l'administration américaine actuelle, vous en avez fait référence, les États-Unis restent le plus important partenaire pour l'Europe, pour l'Union européenne, pour l'Europe tout entière. Nous avons des liens à tous les niveaux, des liens historiques, familiales, démographiques, sociales, culturelles, économiques, commerciales, qui n'ont pas d'égal dans d'autres parties du monde. On parle beaucoup, et à juste titre, de la montée sur la scène internationale de la puissance de la Chine. En termes d'échange commercial, oui, la Chine est devenue un partenaire très important, un partenaire très difficile, pour nous, pour les États-Unis, pour d'autres, mais important. Mais en termes d'investissement, le volume d'investissement américain en Chine est plus ou moins égal aux investissements américains aux Pays-Bas. Ça vous donne un peu un sentiment de la relation. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'égal à la relation entre les États-Unis et l'Europe. Nous passons actuellement une phase très difficile avec l'administration politique américaine, avec le gouvernement. Une phase ou une transition difficile? Ça, c'est à voir. Ça, c'est à voir. Ce que nous constatons, c'est que, du moins maintenant, c'est très difficile. Avec l'administration. D'autant plus important de maintenir, de développer, de renforcer les liens avec la société américaine. Au niveau des États, c'est important, c'est intéressant. Par exemple,
en matière de changement climatique. Il y a plusieurs États américains qui ont demandé de développer des partenariats individuels avec l'Union européenne pour renforcer leur action malgré la position du gouvernement fédéral. Mais aussi, évidemment, nous sommes ici à l'université, les échanges universitaires, les échanges académiques, la coopération scientifique, énormément important, très valable, et qui ouvre beaucoup d'autres portes. Donc je pense que même si nous traversons une phase, on ne sait pas si c'est une phase passagère ou une transition vers quelque chose d'autre, il faut redoubler les efforts à préserver les bons éléments de coopération qui existent également avec l'administration américaine, avec l'administration fédérale, il y en a dans plusieurs domaines, les identifier, les préserver, les développer davantage. Mais également cet engagement que je qualifierais de sociétal. Maintenant, sur le plan global, sur le plan multilatéral, là pour simplifier, je dirais que l'Union européenne, elle doit naviguer dans un contexte, disons, un contexte mouvant, un contexte qui n'est pas très stable, et pour simplifier avec trois pôles, trois d'autres grands acteurs très différents. Puis on peut en rajouter d'autres, mais pour les trois grands, les États-Unis, la Russie, la Chine. Chacun présente des défis différents. Les États-Unis, comme je dis, co-concepteur de l'ordre post-guerre, du Rules-Bound International Order, et qui maintenant tourne son dos à cette création. Pour nous, c'est difficile parce que c'était toujours notre allié intuitif. On a toujours travaillé ensemble. En quelque sorte, l'Union européenne elle-même, elle est née de cet ordre. Elle est une fille de l'ordre international post-guerre. Donc maintenant, avec une certaine maturité, elle a un devoir filial à appuyer ses parents, à appuyer cet ordre. C'est ce que nous essayons de faire parce que nous y croyons toujours. Et donc, avec les États-Unis, on essaye de voir si on ne peut pas les ramener, si on ne peut pas quand même préserver certains domaines, etc. La Russie était également à l'origine, à la conception, à la création post-guerre, en 1945-1946. Mais elle était toujours contestataire. Il y avait toujours un élément de contestation, de confrontation. Elle n'était pas à l'aise avec ce Rules-Bound International Order. Elle n'était pas à l'aise avec les rules, parce qu'elle considérait que c'était les règles de l'Occident. Soyons honnêtes, elle n'avait pas entièrement tort. Mais elle avait agréé ces règles en 1945-1946 quand on a créé les structures. Ce n'est pas pour rien que la Russie a mis presque, post-Union soviétique, a mis presque 20 ans à rejoindre l'OMC. Parce qu'elle ne se sentait pas à l'aise avec les règles de l'OMC. Et même dedans, elle passe beaucoup de son temps à contester. Donc ça, c'est une relation difficile, qui est devenue encore plus difficile avec les actions de plus en plus musclées et de plus en plus sécuritaires sous Poutine. Mais à la limite, en même temps, c'est une relation prévisible. Parce que ça a toujours été une relation difficile, ça a toujours été une relation de confrontation et de contestation. Donc il faut trouver les manières de gérer et essayer de diminuer l'impact, et surtout l'impact sur d'autres acteurs, d'autres pays autour du monde. Peut-être le plus grand défi, finalement, c'est le troisième, c'est la Chine. Parce que dans ce contexte actuel, avec un acteur qui tourne son dos sur
cet ordre multilatéral, et un autre qu'il a toujours contesté. La Chine est là, elle dit, ben non, non, nous, comme vous, on veut défendre l'ordre international, y compris ses règles, seulement que nous avons une autre interprétation des règles. Et donc, là, il faut faire un travail en profondeur avec une vision très claire, stratégique, d'où nous voulons arriver, jusqu'où nous voulons arriver, et quels sont les compromis que nous pouvons faire, et quels sont les compromis qui sont inacceptables, afin d'incorporer pleinement la Chine dans cette action internationale, mais de façon coopérative et, dans notre vision, constructive pour la stabilité et la prospérité de la communauté globale. Merci beaucoup. Ça, c'était, encore une fois, quelque chose de très compréhensif. Permettez-moi de poser une autre question sur la politique de la défense et la sécurité dont vous avez parlé avec juste titre. C'était, vous avez dit, un grand chantier. Je m'interroge, nous avons nos ambitions, nous avons nos devoirs, et finalement, on a sa crédibilité. Et pour la crédibilité, on peut en effet rassembler deux forces militaires, c'est-à-dire le pilier britannique et le pilier français. Parlez-nous des effets du départ des Britanniques. Ça va affaiblir cette évolution ou bien ça va renforcer les forces intégrationnistes qui restent? Que pensez-vous? Jusqu'à présent, ce que nous avons vu en matière de défense et sécurité, c'est plutôt cette deuxième tendance, un renforcement de la volonté d'avancer. Il y a eu une accélération pour voir justement comment est-ce qu'on peut consolider nos structures et notre action, même sans la présence des Britanniques. J'ajouterai deux choses. Premièrement, en termes concrets de présence sur le terrain, donc nous avons la dizaine de missions en Afrique que j'ai mentionnées. On a au total une petite quinzaine de missions sécuritaires déployées actuellement dans différents pays à l'extérieur de l'Union. Une partie, ce sont des missions civiles, avec des policiers, des juges, des procureurs, etc. Une autre partie sont des actions, des missions militaires. Soit militaires, ça c'est la minorité, avec un mandat exécutif, soit des mandats d'appui, de conseil, de formation, etc. Le départ des Britanniques n'aura pas un grand impact pour l'efficacité sur le terrain de ces missions. 3% des effectifs sont britanniques. 3. Ils ne participent pas dans un très grand nombre de ces missions. Il y a 2 États membres de l'Union qui ont systématiquement participé dans toutes les missions de défense, sécurité et défense à l'extérieur, c'est la France et la Suède. Donc ce n'est pas forcément parce qu'on a un grand établissement militaire qu'on est les contributeurs les plus importants. Ceci dit, évidemment, le départ des Britanniques est un revers pour cette politique. Ça nous crée d'autres défis. Ce que les Britanniques ont offert, par exemple, c'est les centres de commandement et de coordination pour plusieurs missions. Donc ça, nous devons maintenant déplacer pour les mettre dans d'autres pays de l'Union. C'est en cours de se faire, notamment en France et en Espagne. Les Britanniques ont contribué avec une grande capacité de renseignement. Et ça va durer? Ça, c'est l'autre constat que je voulais faire, c'est qu'ils ont signalé que ceci est un domaine où eux, ils cherchent à continuer à contribuer au travail européen. Donc, il faut voir dans quelle mesure ça peut se faire,
Parce qu'un État tiers, c'est un État tiers. On a, avec pas mal d'États tiers, des accords dits de contribution qui leur permettent de contribuer à nos actions de paix et stabilité à travers le monde. On a ça avec les États-Unis. Petite curiosité, on a quelques petites unités de militaires américains sous commandement européen, avec un petit drapeau européen sur le bras au Kosovo. On l'a aussi avec la Norvège, avec le Canada, avec la Colombie, avec le Chili, avec d'autres pays. Partenariat pour la paix, c'est ça? Voilà. Ouais. Et donc avec des contributions concrètes. On devrait faire quelque chose de semblable, mais probablement de plus ambitieux, avec le Royaume-Uni. Mais ceci dépend des conditions générales de départ et conditions générales pour le nouveau partenariat. Mais donc, ça aussi, j'ai fait exprès de ne pas mentionner le Brexit dans mon intervention pour voir à quel moment ça devait venir dans notre discussion, et à juste titre, assez rapidement. Moi, je dirais qu'il est clair que le départ du Royaume-Uni, aussi en termes de politique étrangère, c'est un grand revers réputationnel. Parce que les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est cette union? Et même un des grands membres ne veut plus en faire partie, il quitte. Mais en même temps, l'union reste là, avec ses structures, avec ses actions, avec ses politiques. Petite anecdote, j'étais il y a 1 an à peu près en Australie. Il y a eu une discussion dans le cabinet du Premier ministre avec un interlocuteur, et on a parlé entre autres de Brexit. Et il m'a dit 2 choses. Premièrement, il a dit, il a admis que pendant des années, l'Australie avait toujours regardé l'Union européenne à travers une prisme britannique. Il regardait Londres, et quelque part derrière Londres, il y avait l'Union européenne. Et il disait, pour le citer directement, maintenant que cette prisme a disparu, and we look directly at Europe, what we see is really rather interesting. Et c'est pas un accident que depuis, on a conclu un accord de partenariat politique et on a lancé les négociations pour un accord de libre-échange. Deuxième chose qu'il a dit, et je le cite plus ou moins aussi, maintenant, ils se sont rendus compte que quand le Royaume-Uni a rejoint les communautés en 1973, et donc je le cite, on s'est fait avoir par Londres, parce que les préférences impériales avaient disparu, etc. Maintenant, quand ils quittent, on ne veut pas se faire avoir une deuxième fois. Je pense que c'était assez clair. Et donc l'intérêt se porte maintenant. Ils ne vont pas oublier le Royaume-Uni, les liens sont trop forts. Mais il y a un intérêt très fort à continuer et à renforcer la coopération avec l'Union européenne aussi.